À présent, je vous invite, chers téléspectateurs, à suivre ce compte-rendu de notre collègue Dalia Karam, qu'elle nous a préparé un compte-rendu concernant la réunion du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi jeudi dernier avec les ministres arabes de l'information et des médias, et ceci en marge de la 51e réunion ordinaire du Conseil des ministres arabes à la Ligue. Cette réunion a eu lieu. Le rôle des médias et comment ce rôle est-il important et axial pour toute nation arabe. Dalia Karam, et je reviens pour recevoir mon invité pour ce soir, Dr Chérine Ibrahim Farrog. Le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu jeudi des ministres et des responsables des médias arabes, a indiqué le porte-parole de la présidence. Ceci en marge de la 51e session ordinaire du Conseil des ministres d'information arabe tenue au siège de la Ligue arabe au Caire. A pris part à cette rencontre le président du Conseil suprême de la régulation des médias, Karam Gabr. Selon le porte-parole, le président a affirmé l'attachement de l'Égypte à renforcer le rôle des médias arabes et nationaux pour qu'ils aillent de pair avec les essors rapides survenus dans le domaine des médias au cours des dernières années. Un tel renforcement est exigé également vu le rôle stratégique des médias dans le soutien des efforts nationaux visant la stabilité et le développement, a affirmé le président. Ceci en détectant les besoins des masses et en sensibilisant l'opinion publique sur le risque des appels destructeurs visant le chaos et sur les intentions malignes des groupes terroristes. Le président a indiqué que la nation arabe était confrontée à un important défi représenté dans les médias électroniques et les rumeurs qui affectent la sécurité et la stabilité des sociétés arabes. Il a souligné l'importance d'élaborer une stratégie médiatique arabe unifiée pour parvenir à une vision commune émanant de la culture arabe et islamique pour relever ces défis en tenant compte de l'importance d'élargir le dialogue, la liberté d'expression d'opinion et la pratique démocratique. En ce qui concerne la politique extérieure, le président a souligné que l'objectif de l'Égypte était de préserver la sécurité et la stabilité de la région et la solidarité arabe. Le président a par ailleurs souligné la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays comme principe de la politique égyptienne. D'autre part, le président a exprimé son appréciation pour le soutien fourni par les frères arabes, notamment dans le dossier du barrage éthiopien de la Renaissance. Le président a rappelé à cet effet que l'Égypte s'était engagée dans des négociations depuis plus de 10 ans dans le but de parvenir à un accord juridique contraignant, juste et équilibré concernant le remplissage et l'exploitation du barrage de la Renaissance. Soulignons que cet accord devrait garantir les intérêts de l'Égypte et du Soudan dans les eaux du Nil tout en satisfaisant aux exigences de développement de l'Éthiopie. Remerciements donc à notre collègue Dalia Karam, et j'ai le plaisir de recevoir mon invité pour ce soir, Dr Chérine Ibrahim Farrog, professeur à l'université de Ain Shams. Bonsoir Dr Chérine, ravi de vous retrouver avec nous ce soir. Bonsoir, merci. Docteur Chérine, donc j'avais parlé au début de l'émission qu'on a consacré cette édition de direct à la réunion du président al-Sisi avec les ministres arabes des affaires, des médias ou de l'information, mais surtout je fais un retour pour une lecture des déclarations du président al-Sisi. Premièrement, une stratégie arabe ou égyptienne même qui devrait être bien élaborée dans les différents pays arabes pour faire face aux défis des médias qui devraient avoir comme rôle principal de mettre en relief, d'exposer les développements, les efforts vers la stabilité des pays et notamment surtout les développements, par exemple si je parle d'un cas comme l'Égypte. Comment vous percevez aujourd'hui le rôle des médias en Égypte et comment vous avez perçu aussi la déclaration du président al-Sisi et l'importance d'avoir ce rôle dans les principaux médias arabes et nationaux? D'abord, le président Sisi a travaillé dans tous les domaines. Il a travaillé pour le développement. Il a lancé le développement durable 2030 et aussi il a lutté contre le terrorisme. Oui. Je crois que les médias avaient un grand rôle pour être tous les gens doivent savoir qu'est-ce qui s'est passé durant ces 7 ans. Je crois qu'on a beaucoup de choses à réaliser. Vous avez tous les jours, il y a une inauguration pour un grand
projets pour l'énergie. Vous connaissez, il y a beaucoup de plans d'énergie maintenant. Je crois que les médias doivent aller là-bas, donner des explications pour tous les gens, d'avoir comment le patriote maintenant, comment on doit aimer notre pays, comment on doit travailler pour être dans une autre catégorie. Est-ce que vous sentez cette sensibilisation chez la population égyptienne ou chez la population arabe en général, cette sensibilisation qu'on peut sentir à travers les médias, ce qui est diffusé, qui soutiendrait plutôt tout effort accompli ou réalisé par chaque pays arabe, notamment par l'Égypte par exemple dans un certain domaine. Est-ce que cette sensibilisation est-elle sentie chez les Égyptiens ou les Arabes? Je crois que les médias doivent travailler beaucoup plus, avoir beaucoup d'émissions, comment on peut tous les gens savoir. Vous connaissez, il y a maintenant beaucoup de problèmes, mais on doit savoir qu'on a réalisé beaucoup de choses et le lendemain, on a beaucoup des autres choses. On doit travailler, on doit être tous les gens après le président Sisi parce qu'il travaille beaucoup tous les jours. C'est pourquoi on doit, je crois qu'on doit être, le média spécialement, on doit savoir, on doit lancer beaucoup de médias, et aussi beaucoup de, comment dire, je crois que maintenant je ne veux pas, je veux savoir beaucoup de livres lancés dans les jeunes, pour les jeunes, pour savoir qu'est-ce qu'on a réalisé jusqu'à maintenant. Oui, d'accord. Docteur Chérine, parmi également le rôle des médias, c'est de mettre en relief ou en exergue les accomplissements, les réalisations qui sont faites dans plusieurs domaines. Je parle par exemple sur le plan national en Égypte. Un développement qui ne cesse depuis de longues années, depuis même 2013. Vous avez senti, vous êtes docteur, vous êtes un grand professeur, vous sentez ce développement dans les différents domaines. Je ne parle pas seulement d'un développement économique, je parle aussi d'un développement dans le domaine de la médecine, développement dans plusieurs autres domaines. Et on voit également ce défi qui est centré devant pas seulement l'Égypte, mais aussi devant le monde. C'est le défi de la pandémie du Covid-19. Comment vous évaluez donc les réalisations, les pas positifs effectués jour après jour en Égypte, dans notre nation, alors que l'Égypte est comme les autres pays également confrontés à la pandémie du Covid-19? D'abord, j'étais nommée par le président comme MP ou parlementaire. C'est pourquoi je crois que maintenant la femme a réalisé beaucoup. Je crois que demain, elle va réaliser beaucoup de choses aussi. Je crois que le Covid, c'est pas le maximum qu'on peut faire, mais parce que le président a réalisé comment on doit faire la stratégie pour lutter le Covid. Je crois qu'on a réussi quand même dans beaucoup des problèmes concernant Covid. Je crois qu'on a fait c'est le premier dans le monde concernant l'hépatite C. C'était une épidémie en Égypte, c'était un très grand problème pour l'Égyptien. Maintenant, on a lutté l'hépatite C. Je crois qu'on va lancer au prochain qu'on n'a pas maintenant l'hépatite C. Je crois que c'est une très grande stratégie qui a été implémentée en Égypte. Tout le monde maintenant veulent savoir comment on va le faire. D'accord. Je vais m'arrêter quelques instants pour recevoir un appel en ligne et je vais revenir vers vous pour vous demander donc comment vous avez vu le rôle des médias, donc égyptiens surtout, les médias nationaux chez nous, couvrir cette campagne de l'éradication de l'hépatite C en Égypte. Et chers téléspectateurs, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Nadim Samna. Vous êtes expert en économie. Docteur Nadim. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Docteur Nadim, je discutais avec mon invité, Docteur Chérine, du rôle des médias, comme l'avait déclaré le président Al-Sisi.
jeudi dernier lors de sa réunion avec les ministres arabes de l'information des médias, ces grands responsables dans le domaine des médias. Et je m'arrête sur le rôle des médias. Comment vous voyez les médias nationaux, comment vous voyez les médias arabes mettre en relief et élaborer leur stratégie qui irait de pair avec les développements implémentés, accomplis dans chaque pays arabe? Le rôle des médias, c'est un rôle très important dans n'importe quel pays, dans n'importe quel contexte. Et dans la situation d'aujourd'hui, on voit que le gouvernement égyptien et les autres gouvernements arabes sont en train d'implémenter une stratégie de développement, de croissance économique. Et le rôle des médias, c'est relayer, expliquer cette stratégie, on va dire, aux citoyens, pour qu'ils puissent, chacun à son niveau, contribuer à ce développement. Oui. Docteur Nadim, mais comment vous voyez les défis auxquels est opposé ou sont opposés les médias arabes en général, notamment je parle des médias électroniques qui sont déclenchés par quelques, disons, des côtés destructeurs? Pas destructeurs, mais c'est juste que les médias ont subi ce qu'on appelle une transformation assez profonde. On voit qu'aujourd'hui, les citoyens, ils utilisent les médias électroniques comme principal moyen d'information, alors qu'il y a quelques années encore, il y avait encore les journaux papier qui étaient très largement utilisés. C'est un fait mondial, c'est pas uniquement dans la région, c'est quelque chose qui existe. Et c'est vrai que on va dire les médias papier, les médias traditionnels, c'est plus facile à contrôler. Aujourd'hui, les médias électroniques sont très répandus, très rapides et sont effectivement plus compliqués à contrôler. Mais le but, c'est pas de contrôler les médias, et le but, c'est pas de contrôler l'information, Oui. mais plutôt contribuer à accroître les niveaux d'information utiles, d'information correcte, l'information qui va dans le bon sens pour augmenter le niveau on va dire, d'éducation des citoyens pour qu'ils rejettent un peu les fausses nouvelles, intox et compagnie. Oui. Docteur Nadim, le président Abdel Fattah al-Sisi, lors de sa réunion avec les ministres arabes de l'information et des médias, il a également parlé de la stratégie de l'Égypte, les réformes économiques entreprises par l'Égypte et le gouvernement égyptien. Comment ce programme de réforme nous a-t-il permis dans le pays de faire face aux répercussions de la pandémie du Covid-19? Comment vous avez lu cette déclaration ou perçu cette déclaration de votre part? Oui, ben là, on voit que en 2020, l'année de la pandémie, l'Égypte faisait partie des rares pays qui avaient une croissance positive. C'est principalement dû aux réformes économiques entreprises il y a quelques années plus tôt. Oui. Donc ça, c'est un fait qui est indiscutable. Oui. Après, voilà, chaque pays a adopté une stratégie qui est adaptée à sa population, à sa démographie, à ses besoins, à ses moyens. Et l'Égypte, le gouvernement égyptien, il a adopté la stratégie qu'il voyait la mieux adaptée à notre situation. Les autres pays arabes, ils ont des situations différentes, ils ont adopté d'autres stratégies. Mm-hmm. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on commence à voir les prémices de sortie de crise. On voit qu'il y a beaucoup de pays qui ont réussi à vacciner une majorité de citoyens, qui commencent vraiment à s'ouvrir. Et on va dire les économies, commencent à s'ouvrir. Et les populations commencent à augmenter leur consommation. Ça donne, on va dire, une sorte de coup de pouce à l'économie. Oui. En Égypte, on a commencé à sérieusement vacciner. On est en retard par manque de moyens par rapport à d'autres pays. L'objectif, c'est les populations, c'est continuer à avoir une bonne volonté, à se faire vacciner, à adopter les gestes barrières pour continuer à éliminer cette pandémie. Peut-être
qu'on n'aura pas de nouvelles vagues l'hiver prochain. Espérons-le. Espérons-le. Merci beaucoup, Dr Nadim Samna. Vous êtes expert en économie. Merci de votre intervention avec nous. Voilà donc, Dr Chérine, je m'étais arrêtée sur... Vous avez clairement parlé, simplifié donc ce plan qui a été adopté par le gouvernement, par l'initiative présidentielle aussi pour éradiquer l'hépatite C en Égypte. Je m'arrête sur ici. Comment donc vous avez vu le rôle des médias? Vous avez vu ces campagnes de sensibilisation à travers les écrans de télévision, à travers également la radio. Donc un nouveau rôle qui s'ajoute aux médias, non seulement les médias qui parlent de développement, mais aussi sur le plan médical qui est la santé, un des dossiers les plus critiques en Égypte. Je crois que c'est un grand succès. C'est vraiment un grand succès. Oui. Je crois que le média a travaillé quand le président a lancé ce programme, mais après, elle ne parle pas maintenant, ils sont arrêtés de parler au ce programme. Je crois qu'on a fini maintenant ce programme. On doit maintenant, je crois, on doit maintenant les médias autour par l'Égypte. Elle va autour d'Égypte. Elle va dans tous les parts du pays. Parler avec ces gens qui sont guéris. Qu'est-ce que maintenant ils sont? Comment ils vivent? Comment maintenant ils peuvent vivre en dignité? C'est ça grâce au président qu'on a éradiqué ce hépatite C. C'est pas une chose qu'on ne peut pas le dire maintenant aux médias. C'est une chose qu'on doit complètement parler tous les jours, parce que c'est un grand succès. C'est pas comme les autres pays, ils ne peuvent pas le faire. D'accord. D'accord, on va s'arrêter quelques instants encore une fois, Dr Chérine, et suivre ce compte rendu de notre collègue Dalia Karam, comme je l'ai cité il y a quelques instants avec Dr Nadim Samna en ligne avec nous concernant ce programme de réforme économique entreprise par le gouvernement égyptien. Ce programme, comment a-t-il permis donc à l'Égypte de faire face aux répercussions de la pandémie du Covid-19, cette pandémie qui n'est pas seulement en Égypte et dans les pays arabes, mais aussi à travers le monde. Suivons donc ce compte rendu de notre collègue Dalia Karam. Je reviens encore une fois vers mon invité Dr Chérine pour parler d'un rôle plus accru des médias égyptiens et arabes en général dans nos pays. Dalia Karam est de suite mon invité. Le gouvernement égyptien appliquera la deuxième phase du programme de réforme économique au début de la prochaine année financière qui commence en juillet. Celle-ci doit durer 3 ans. Des réformes structurelles visant à accroître la flexibilité de l'économie égyptienne et à augmenter sa résilience face aux chocs externes et internes seront mises en place, a annoncé la ministre de la Planification et du Développement économique Hala Saïd dans un communiqué. Des mesures visant à stimuler la production, l'exportation et l'emploi seront prises pour aller au-delà du programme de réforme économique entamé en 2016 et qui a été soutenu par le Fonds monétaire international. La première phase du programme de réforme économique avait également duré 3 ans de 2016 à 2019 en coopération avec le FMI. Elle était liée à un accord de financement de 12 milliards de dollars. Elle portait sur les politiques monétaires et financières comme la libéralisation des taux de change et la consolidation fiscale réalisée à travers la réduction des subventions à l'énergie et l'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée avec l'objectif de réduire le déficit budgétaire. Selon le Premier ministre Mostafa Madbouli, contrairement à la première, cette deuxième phase de la réforme économique n'imposera aucune charge financière supplémentaire aux citoyens. Au cours de la première phase, l'Égypte s'était engagée à appliquer les conditions du FMI. La livre égyptienne avait été dévaluée et les subventions sur le carburant avaient été levées. La deuxième phase du programme de réforme annoncé en avril par la ministre de la Planification vise à augmenter la contribution de 3 secteurs principaux, à savoir l'industrie, l'agriculture et les télécommunications et la technologie de l'information au produit intérieur brut de 26% en 2020 à 35% en 2024. La ministre a annoncé qu'on avait choisi des secteurs qui se caractérisent par leur taux de croissance rapide et leur contribution élevée au PIB et qui apporteront de la valeur ajoutée. Le programme prévoit l'augmentation de la contribution au PIB du secteur industriel de 11,7% en 2020 à 15% en 2024. Le programme vise à attirer les investisseurs et à conclure
des partenariats internationaux dans des secteurs comme l'agroalimentaire, les produits pharmaceutiques et cosmétiques, l'industrie automobile, l'électroménager, ainsi que l'industrie du textile et du prêt-à-porter. Le programme vise à augmenter la part des exportations industrielles afin qu'elles représentent plus de 15% de l'ensemble des exportations. Il vise aussi à doubler les exportations des petites et moyennes entreprises afin qu'elles représentent 20% du total des exportations en 2024 contre 10% en 2020. Au niveau de l'emploi, le programme vise la création de 440 000 à 450 000 nouveaux emplois annuellement au cours des 3 prochaines années. Quant au secteur agricole, le programme vise à augmenter sa contribution au PIB à 12% en 2024 contre 11,3% en 2020. De même, le programme prévoit la création de 430 000 à 530 000 emplois par an dans ce secteur d'ici 2024 et l'augmentation des revenus des petits agriculteurs. Enfin, le programme vise à augmenter la contribution du secteur des télécommunications et de la technologie de l'information au PIB pour passer de 2,7% en 2020 à 5% en 2024, en gardant un taux de croissance annuel élevé de 16%. Selon le communiqué, le programme prévoit aussi l'augmentation de la productivité de ce secteur et la création de 120 000 à 140 000 emplois d'ici 2024. Et je reviens avec vous, chers téléspectateurs, et mon invité, Dr Chérine Farrokh. Dr Chérine, donc, on parlait du rôle des médias. Je parle cette fois des médias nationaux en Égypte. Une question que je vous ai posée, si par exemple, on a pris un exemple comme l'éradication de l'hépatite C en Égypte, on a suivi cette initiative présidentielle. En tant que média, comment vous pensez que notre rôle devrait être accompli concernant par exemple cette initiative de... Je n'aimerais pas que maintenant le média ne parle pas maintenant pour l'hépatite C. Elle ne parle pas comment on a pu éradiquer ce problème. C'est un grand problème pour les Égyptiens. Oui. Ils sont stoppés de parler. Ils parlent maintenant pour les autres choses. Je crois qu'on a deux choses qu'on a... maintenant, on a fini tous les problèmes, l'hépatite C et le problème d'énergie. Oui. L'électricité. Pourquoi on ne parle pas? Pourquoi on n'aille pas dans les... vous voulez dire que les médias devraient donc mettre en relief les solutions? Comment aujourd'hui n'a-t-on plus? Pourquoi n'a-t-on plus des coupures d'électricité? Et pourquoi n'a-t-on plus également d'hépatite C en Égypte? Comment a-t-on, à travers cette initiative présidentielle, éradiqué donc l'hépatite C? Vous voulez aller au-delà des solutions donc? Oui. Parce que les gens qui avaient de l'hépatite C ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas vivre comme les gens. Maintenant, ils sont guéris, ils peuvent travailler, ils peuvent être dans leur famille. C'est pourquoi on doit... vous voulez donc que les médias exposent les réussites des initiatives, soit présidentielles ou par les ministères concernés, par exemple? Oui. On doit exposer les solutions et après, et l'impact positif donc. Je crois qu'ils doivent maintenant, tous les médias, parler avec les gens, comment on a pu réussir pour faire ce succès qui c'est très, très, très grand. Et aussi avec les sociétés internationales, comment ils nous voient après la fin de l'hépatite C en Égypte. C'est pourquoi je crois. Vous connaissez, la France a signé un contrat avec notre ministère de l'éducation pour traîner leurs docteurs avec nos docteurs dans le problème d'hépatite. Vous connaissez comment c'est une très grande réalisation. Pourquoi on ne parle pas maintenant? D'accord. Et pourquoi les gens qui sont guéris, on ne se rappelle pas qu'est-ce qu'ils sont, comment ils vont, beaucoup de problèmes, comment ils sont guéris. On doit maintenant parler avec, pour tout ce problème, comment on avait réalisé
ce succès. D'accord. On va s'arrêter encore une fois quelques instants. Docteur Chérine, suivons ensemble, chers téléspectateurs, ce compte rendu d'Ali Akarm qui parle de la stratégie nationale de développement durable, la vision de l'Égypte 2030. Comment cette stratégie nationale basée sur 4 principaux axes va-t-elle être mise en place d'ici à 2030? D'Ali Akarm, je reviens vers mon invité pour lui parler d'une des principales bases de cette stratégie, l'autonomisation de la femme. Inspirée des réalisations de la civilisation égyptienne antique liant le présent au futur, la stratégie de développement durable, vision de l'Égypte 2030, représente la voie de prospérité grâce à la justice économique et sociale, et ravivant le rôle de l'Égypte dans le leadership régional. La vision de l'Égypte 2030 a été élaborée par les divers représentants de la société civile, des partenaires de développement internationaux et nationaux, et des agences gouvernementales pour définir des objectifs globaux pour tous les secteurs du pays. Prenons en considération les droits des nouvelles générations à une vie prospère. Cette stratégie repose sur les piliers suivants: énergie, développement urbain, santé, culture, éducation, justice sociale, connaissance, innovation, recherche scientifique, transparence, efficacité des institutions gouvernementales, développement économique et environnement. L'État a fixé les objectifs de la vision de l'Égypte 2030. Améliorer la vie de tous les Égyptiens, repenser les attentes en matière de confort quotidien au sein d'une structure qui garantit l'équité sociale, souligner l'importance du bien-être et de la formation pour le développement humain, s'employer à attirer les investissements directs étrangers, offrir des emplois de qualité et réduire les taux de chômage et de pauvreté. Faire passer l'Égypte d'un pays à bas salaire à un pays à haut salaire, comme la Malaisie, la Corée du Sud et le Brésil. Bref, les objectifs de la vision clairement indiqués sont augmenter le PIB de 10%, la population ne doit pas dépasser 105 millions d'occupants en 2030 en acceptant un développement annuel normal de 1,4% de la population, augmenter le salaire par habitant pour atteindre 12 000 $ par an, augmenter les travaux pour atteindre 95%, et augmenter la part des investissements directs étrangers à 150%. Voilà donc, docteur Chérine, nous avons parlé de cette vision de l'Égypte 2030. Elle est basée sur 4 domaines, dont un des principaux domaines, c'est l'autonomisation de la femme. Aujourd'hui, on est en 2021. Comment vous-même, vous étiez membre du Parlement l'année dernière ou avant d'après. Comment vous voyez donc cette réalisation dans le domaine de l'autonomisation de la femme en Égypte au fil des années? Vous connaissez je crois que c'est un très grand succès pour la femme, mais c'est grâce au président Sisi. Oui. Parce que je voudrais vous dire quelque chose, c'est simplement, vous connaissez la loi, les femmes doivent être représentées élues, représentées dans le Parlement, 25% seulement. Oui. Mais les femmes qui sont nominées avec le président, c'est 50%, c'est moitié-moitié. Je crois que la femme a eu beaucoup de choses maintenant, a beaucoup de réalisations, parce que le président l'aide pour l'avoir. Il a confiance donc en les capacités de la femme égyptienne dans la participation de la vie politique aussi bien que la vie sociale et la vie familiale. Donc. Vous connaissez, la femme souffre depuis beaucoup de longtemps parce qu'elle peut pas être une juge. Maintenant, elle va entrer et être une juge. C'est grâce au président Sisi. D'une soudite marginalisation à une autonomisation complète de la femme. Oui, d'accord. C'est le président Sisi qui a fait tous les choses. En tout cas, on va reparler encore une fois, mais avec un peu plus de temps concernant les 4 principaux domaines de cette vision de l'Égypte 2030, dont bien sûr l'autonomisation de la femme égyptienne. Docteur Chérine Ibrahim Farrouk, je vous remercie infiniment d'avoir assisté avec nous à cette édition de Direct. Merci. Merci donc, chers téléspectateurs. Merci à la réalisation et à tous dans le studio. Très bonne fin de soirée à tous. Rendez-vous demain avec une nouvelle équipe et une nouvelle édition de Direct. Au revoir.